Salut, moi c'est Arnaud, et comme pour pas mal de gens, l'année dernière, 2020, c'était franchement pas ouf. Alors la moitié de la Terre était déprimée, j'y échappais pas, j'avais donc cruellement besoin de bouger, de faire un truc. C'est là qu'un jour ma mère qui est prof se ramène avec des flyers qu'elle a récupérés à son lycée et qui me paraissent intéressants. C'est à propos d'une association qui s'appelle Zelidja qui permet depuis 1939 à des jeunes comme moi, comme vous, de voyager en leur attribuant des bourses, des aides. Bah oui, 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 s'il vous plaît, merci beaucoup. Oui. Donc je commence à monter mon dossier avec mon thème, mes destinations, mais il faut aussi s'engager en retour à fournir le fruit de son voyage, la réponse aux recherches faites en la nature d'un rapport de voyage à fournir à Zelidja. Dans mon cas, c'est donc cette vidéo. Coucou Zelidja. Merci Zelidja. Donc moi, ça me va, c'est parfait, et je monte un premier dossier pour un voyage au Canada sur le rapport entre nature et culture. En effet, c'est un pays qui me fascine un peu depuis plusieurs années, et en plus, juste à côté de chez moi, dans les Vosges du Nord, il y a un endroit qu'on appelle le Pays de Beach, et que les locaux aiment bien appeler le Petit Canada français. Et c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance, tout ce qui est forêt dense, rappelant un petit peu la forêt boréale, avec des petits lacs, tout ça, enfin c'est très joli. Bref. Euh, mais bon, en ce moment, le Covid, tout ça, le Canada, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est dommage, j'avais fait tout un itinéraire, mais bon. Du coup, on passe sur un plan B. Alors j'ai resté évidemment de rester un minimum dans le thème, tout en restant en France ou au moins en Europe, parce que c'est beaucoup moins risqué et aussi beaucoup plus simple. Donc l'idée pour moi c'est de retracer l'histoire de l'émigration française au Canada en allant sur les lieux d'intérêt liés au sujet. Donc voilà, en plus moi je suis étudiant en histoire, ça m'intéresse beaucoup, le Canada ça m'intéresse beaucoup, c'est parfait. Donc je suis très chaud, je soumets mon idée et Zadija dit oui. Magnifique. Il est donc temps pour moi de préparer en amont mon voyage. Je contacte les responsables des lieux qui m'intéressent, tout ce qui est musée, vous allez voir. Je réunis des infos et je vérifie tous mes déplacements, mes logements. J'entre également en contact avec Lynn Ouellette, donc c'est la présidente du Conseil du patrimoine culturel du Québec, donc c'est une très grosse pointure, hein, c'était vraiment un honneur pour moi, qui me prépare en amont un petit peu à quel épisode de l'histoire je vais me frotter. Cet échange téléphonique était vraiment très intéressant et encore merci à elle. Alors, comme je vous dis, les lieux spécifiques, je ne saurais vous nommer de village ou de ville, puisqu'il faudrait que vous approfondissiez la recherche, mais certainement que les 2 grands, territoires qui ont fourni le plus de familles souches, c'est la Normandie et la Bretagne. Bon, écoutez, je vous souhaite donc, une bonne chance dans votre recherche, des beaux voyages sur les pas des Français qui sont, venus ici, travailler au Canada et vraiment bâtir ce Québec. Alors ça m'amène au jour du départ, le 2 août. Tout au long de mon voyage, je profite du pass jeune TER qui me permet littéralement de prendre tous les TER que je souhaite pour 30 euros. Ce qui est vraiment super. 30 euros par mois, je prends tous les TER que je veux. Cela dit, je quitte alors ma petite Alsace à partir de la gare de Saverne au pied des Vosges du Nord. Comme je voyage exclusivement en TER, les transports prennent un peu de temps évidemment, mais bon, personnellement ça me dérange pas, je peux ainsi profiter un max des paysages et ça me permet aussi de subdiviser mes étapes et d'en profiter pour visiter un petit peu celle-ci dans le creux que j'ai entre chaque TER. Le seul matos que je prends avec moi, c'est une gimbal, une petite caméra de poche montée sur un gyroscope. Alors, son avantage, c'est que ça me permet de faire des images stables en bougeant dans tous les sens, mais elle opère mal en faible luminosité et son micro, il est horrible. Et le micro externe que j'ai acheté, il est pas ouf non plus. Donc je m'excuse déjà par rapport à ça. Premier stop, Nancy. Bah, c'est Nancy quoi. Jolie ville, mais bon, allez hop, je rembarque direction Paris, gare de l'Est. Alors, c'est maintenant l'heure de parler un petit peu de mon itinéraire et de mes étapes clés. Premièrement, je quitte l'Alsace pour rejoindre Paris, en passant donc par Nancy. Ensuite, je quitte Paris, je vais dans le Perche, qui est une étape clé, avant de poursuivre, de pousser vers l'ouest, passer un petit peu de temps en Bretagne autour de Saint-Malo, zone très importante, et après l'idée c'est de descendre et de rejoindre La Rochelle en Charente-Maritime. À chaque étape, l'idée c'est vraiment de se focaliser sur l'histoire et les aspects de l'émigration française au Canada suite à sa découverte et son processus de colonisation. Aussi de voir les traces qui restent de ce passé, tout en se laissant porter et surprendre, hein, on aime bien les imprévus, c'est ça qui est beau dans la vie. Non seulement je me déplace pour pas cher, 30 euros. 30 euros. Mais en plus, bon, c'était pas le but évidemment, mais sur tout mon trajet, j'ai des étapes où je connais des gens dans le coin, ce qui facilite aussi pour mon logement, c'est plutôt pratique. À Paris, je suis logé chez une connaissance de la famille, donc c'est parfait, je peux y dormir le soir et en journée prendre le RER pour aller en ville et faire des allers-retours comme j'ai besoin.
Ok, alors c'est pas ma première fois à Paris, enfin en région parisienne, mais c'est ma première fois avec les RER. Et toutes les légendes sont vraies. C'est terrible. Alors Paris, qu'est-ce que je fais à Paris alors que je suis censé bosser sur l'immigration française au Canada? Ça n'a rien à voir. Déjà parce que bon, c'est le carrefour ultime, Paris, hein, donc il n'y a pas vraiment le choix, c'est le meilleur endroit duquel partir pour rejoindre n'importe quel autre endroit en France, surtout la Normandie. Mais mis à part ça, j'ai aussi une réservation au musée du Quai Branly. Si mon sujet c'est l'immigration française au Canada, je veux quand même en profiter, déjà si je passe à Paris, pour jeter un coup d'œil aux collections anthropologiques d'Amérique du Nord. Parce que bon, à la base, ça reste bien les autochtones, les premiers habitants concernés. Il n'y avait pas forcément énormément d'objets sur la zone de l'actuel Canada, mais bon, c'était quand même très sympa. J'ai profité de ces quelques moments à Paris également pour recroiser un ami que j'avais rencontré il y a quelques années en colonie de vacances dans les Balkans. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Bon, petit moment de malaise, à un moment donné, j'avais plus aucun réseau internet. Je me suis dit que ça allait être beaucoup plus compliqué de poursuivre pour les itinéraires, histoire de suivre les horaires de train, etc. Également, repose en paix ma carte SD avec toutes mes musiques et mes séries. Euh, Tristesse absolue. Mais bon, tant pis. J'ai continué quand même, et au final, mon réseau est revenu tout seul, donc bon, je me suis baladé dans la ville et je jetais un coup d'œil du côté de l'ambassade canadienne, qui abrite également le centre culturel canadien. Alors, j'avais repéré qu'il y avait une exposition assez sympa à aller voir. Elle est d'un certain Edward Burtynsky et s'appelle Mounds and Voids, From Human to Global Scale. C'était très beau, enfin plutôt bellement sale du coup, j'imagine. Ça traitait genre de la pollution et de tous ces problèmes climatiques auxquels on est confronté actuellement. Petite parenthèse fermée, adieu Paris et direction le Perche. Maintenant, c'est direction la Normandie et le Perche. Mais comme dit, il y a difficilement des TER directs à toutes les heures, donc le plan, c'est de passer une nuit à Dreux. Petite ville en plein sur mon itinéraire, et bonne nouvelle, mon cousin y habite. Ça me permet de le revoir assez loin de notre petite Alsace et surtout de me faire héberger. Je me lève assez tôt le matin pour pas manquer une seule chance de choper correctement les transports, surtout que la ligne de bus est assez mal renseignée sur internet. Je prends le TER vraiment à la dernière minute et j'ai failli prendre le mauvais en plus. Arrivé à l'Aigle, je me pose et revois mon itinéraire dans le bâtiment que j'ai avant de prendre mon bus pour Tourouvre. Que je loupe. Il est parti sous mes yeux. J'étais dégoûté. Bon, j'attends le prochain et j'arrive enfin à Tourouvre au Perche. Quelle joie de ne pas louper son bus, hein. Alors, je m'installe dans le Airbnb, je me pose. Voilà, c'est vraiment un palace pour moi tout seul, hein, clairement. Pour moi, c'est très grand, c'est très beau, enfin, c'est bien. Voilà, bref. Le propriétaire m'indique même que des maisons juste à côté étaient des maisons desquelles sont partis des gens ayant émigré au Canada. Tiens, tiens. Restez branchés, on va revenir là-dessus. À Tourouvre, la structure qui présente le plus d'intérêt pour moi, c'est le superbe musée sur l'histoire locale de l'immigration au Canada, situé au 15 rue du Québec. Bon, déjà, on peut se demander pourquoi ici, hein, c'est complètement paumé. Il y a des explications, vous inquiétez pas. Je suis accueilli par le directeur Jonathan Stanik, avec qui j'avais déjà échangé par mail. Il m'éclaire un peu plus sur l'histoire locale et me fait une visite privée du musée. Non mais la classe en fait. Non mais genre, vous vous rendez compte ou pas? Bref. Alors je vais profiter de tous ces petits rushs que j'ai et que je peux vous mettre en image de fond pour activer le mode histoire et vous faire le topo sur le sujet de ce projet de voyage et en quoi le Perche y a un rôle des plus importants. Alors, Tourouvre-Perche, c'est un véritable berceau de l'émigration française au Canada au XVIIe, hein. Donc, depuis le début du XVIIe, on a les Français qui colonisent les rives du fleuve Saint-Laurent et fondent des installations pérennes, comme Tadoussac par exemple, mais sont encore très peu nombreux sur place et peinent à développer la colonie. En 1627 est fondée la Compagnie des Sans-Associés, ayant un fonctionnement par action de riches notables, dont Samuel de Champlain, leader de la colonisation, ou encore Richelieu. Elle recrutait des émigrants pour l'exploitation en Amérique du Nord et détenait le monopole commercial avec le Canada en faisant venir des travailleurs sur place. C'est comme ça que beaucoup d'émigrés sont partis, en fait. On les appelle les engagés. À Tourouvre, beaucoup furent convaincus par l'opportunité et s'engagent donc. Ils traversent l'Atlantique l'été pour réduire les risques de tempête. Alors, ça se fait dans des conditions assez épouvantables, hein. Mais une fois arrivés, parmi ceux originaires de Tourouvre, 80% sont restés au Canada après la fin de leur contrat, car ils ont reçu des terres et qu'on sait qu'ils se sont installés entre percherons, reformant en fait leur même communauté mais ailleurs. Alors que pour les émigrés originaires d'autres régions, on retient que c'est plutôt aux alentours de 40-50% qui sont restés sur place. On envoie des hommes forts et qui ont des compétences en artisanat notamment, pour aider à bâtir en Nouvelle-France. Ils partaient parfois par famille entière, hein, auxquelles s'ajoutent les filles du roi, des femmes
éduquer, envoyés pour aider à peupler le territoire. Et aujourd'hui, on estime que quasiment 80% des Québécois ont effectivement, quelque part dans leur arbre généalogique, une fille roi. Ces vagues d'émigration ne concernent que vraiment le nord-ouest de la France d'abord, donc des ports normands, puis La Rochelle, après la fin des guerres de religion, euh, les vagues d'émigration diminuant drastiquement au début du XVIIIe siècle. Effectivement, il y a beaucoup de difficultés et d'échecs, sans compter le climat, pour des raisons de piraterie, des incursions des Anglais ou des Iroquois, qui, on le rappelle, sont hostiles aux Français, contrairement à d'autres tribus amérindiennes pacifistes comme les Hurons par exemple. C'est une terre sauvage et c'est compliqué de se déplacer. Le moyen de commerce le plus efficace, ce sont en fait ces canaux, légers et solides, absolument indispensables pour le commerce en utilisant les voies fluviales. Donc déjà, ça crée un contraste avec les infrastructures auxquelles les Européens sont habitués à l'époque. Après les traités d'Utrecht de 1713, c'est dans certains territoires anglais, un rapport de force se dessine. Les effectifs anglais sont supérieurs, et comme le Canada ne rapporte pas tant que ça, hein, c'est surtout le commerce de fourrure qu'on retient, alors que le reste des colonies dans les îles rapportent bien plus à la couronne française, celle-ci leur attribue en fait toutes les troupes et le soutien, laissant le Canada un peu délaissé et en proie aux Anglais qui finiront par en prendre le contrôle au terme de la guerre de la conquête en 1760. Monsieur Stanik m'a également indiqué que beaucoup d'Américains viennent sur le site pour revenir sur les traces de leurs ancêtres, qu'ils ont en fait tous en commun presque. Certains noms très répandus au Canada, comme les Tremblay par exemple, descendent tous de la famille Tremblay, partie du Perche. Certains noms issus de la région comprennent aujourd'hui plusieurs centaines de milliers, voire millions de descendants en Amérique. On le rappelle, on est dans le Perche, en Normandie. Depuis Paris, c'est pile sur le chemin quand on va aux plages du débarquement. Donc apparemment, ce qui se passe, c'est que quand ils viennent, les touristes venant d'Amérique, hein, souvent ils en profitent. En allant voir les musées de la Seconde Guerre mondiale, boum, léger détour depuis Paris, et ça leur permet, pour certains, de faire un retour aux sources. Il y a aussi régulièrement de grandes cousinades à cet endroit, de plein de descendants qui se réunissent. À la sortie du musée, je me dirige direct vers l'église. Bâtiment plutôt très important pour nous, hein. Par exemple, les escaliers ont été faits par Jean Guyon, qui justement par la suite a émigré au Canada. Les vitraux de l'église, eux, furent financés certains par Honoré Mercier, le premier ministre du Québec qui est passé à Tourouvre au Perche et l'a désigné comme la terre de ses ancêtres en 1891. Par exemple, on a un vitrail sur Julien Mercier, son ancêtre, ou un autre sur lui-même en train de recevoir des décorations au Vatican. Avant de rentrer directement dans le logement de ce soir, je vais quand même faire un petit tour dehors, c'est la moindre des choses, avec la carte des centres d'intérêt et des maisons d'émigrés que le directeur m'a donnée. Donc ça veut dire qu'on sait encore qui est parti, quand et où ils habitaient avant. Ok, donc là, on a la carte. J'ai essayé d'aller à la Chauvidière juste ici. Et ensuite, il y a la Charbonnerie. Donc maison d'où vient Robert Siguer, personnage local très important, qui est juste à côté de mon Airbnb en plus, donc ce serait bête de le louper. On va essayer de faire cela et je vais voir si après j'ai encore du temps. J'essaie de rejoindre certains de ces bâtiments historiques, hein, évidemment. Aujourd'hui, ils sont habités par des particuliers, donc je fais ça sans être trop gênant pour eux, bien sûr, je fais ça bien, hein. C'est aussi là que je réalise que le hameau de mon Airbnb, en fait, qui s'appelle Les Coudrais, est un de ces lieux d'intérêt avec une vieille maison de laquelle est parti un certain Robert Siguer, justement. Donc clairement, la mémoire est bien présente, les gens se souviennent de ce qui s'est passé ici, et ça fait clairement partie de la culture locale, en fait. Par ailleurs, par ailleurs, le village est jumelé avec Saint-Laurent en Île-d'Orléans au Québec, et également, ces liens sont aussi entretenus grâce à l'association Le Perche Canada. La pluie. Merde. Réveil à 7h50. Je dépose les clés de l'Airbnb, puis je marche, puis je prends le bus, puis je prends le train pour Dole de Bretagne. C'est une petite ville à côté de Saint-Malo où se situe l'auberge de jeunesse dans laquelle je vais passer mes 2 prochaines nuits. Je profite du paysage, hein, je commence à en avoir l'habitude. Alors une fois arrivé, incroyable. J'ai jamais vu une auberge de jeunesse aussi sympa, propre, bien décorée et avec aussi une super bonne ambiance. Franchement, chapeau Ed. En cette fin de journée-là, j'ai pas grand chose à faire, et il est trop tard pour aller à Saint-Malo encore aujourd'hui. Je pars donc pour une petite balade sur le mont Dol, qui est pas trop loin d'ici, et au fur et à mesure de ma marche,
je le vois se rapprocher. Et lorsque j'arrive en haut... Ah là là, c'est la première fois que je vois la mer du voyage. Et ce sera loin d'être la dernière d'ailleurs. Alors, c'est vraiment un mois d'août terrible, j'ai jamais vu ça. Dol de Bretagne, ce n'est pas très loin de Saint-Malo et accessible très facilement en train. Il y en a qui passent plusieurs fois par heure et on rejoint la ville en genre 10 minutes. Donc voilà, il est temps pour moi d'aller en ville justement. J'ai 2 jours devant moi et plein de choses à faire à Saint-Malo. Principalement à la Maison du Québec et le manoir Jacques-Cartier. J'étais déjà une fois à Saint-Malo il y a plusieurs années, mais c'est vrai que de se trouver ici de nouveau, c'est vachement cool, c'est vraiment une très belle ville. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que c'était notre ami Hermione qui avait changé de bord d'attache, histoire de visite, mais non, c'était un bateau complètement différent. Bonjour. Excusez-moi, j'ai une ou deux petites questions. Oui, si vous voulez, à 16h cet après-midi, moi Ouais. je fais une visite guidée sur les pas de Jacques-Cartier. On part pendant 45 minutes, une heure. En fait, j'explique une visite sur les voyages au Québec, pourquoi ils sont partis, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'ils voulaient faire là-bas. Ok, donc ça nous fait une super bonne nouvelle. Et là, du coup... Ouais, donc je disais visite guidée à 16h. Et ici, en attendant, là, boum, allons sur la tombe de Châteaubriand. Tant qu'on est ici, tant qu'à faire, ce serait bête de louper ça. Ça sent la bœuf ici. Ouais, alors on s'amuse à Saint-Malo, hein. On fait la fête, hein, c'est bien. Voilà, donc vous avez entendu, j'ai donc une visite de prévue dans l'après-midi, c'est parfait. En plus, ça me donne un peu de temps pour profiter de la ville en attendant. Alors tant que j'y suis, voilà, on passe devant la maison de Surcouf, le célèbre corsaire, c'est magnifique. Ok, alors, c'est incroyable. Depuis le début, il fait dégueulasse, il fait trop moche. Il pleut partout où on va, dans toute la France, c'est n'importe quoi, bien sûr. C'est le mois d'août, absolument terrible. Mais là, on est dans le plus beau cadre du voyage, peut-être. Et c'est le premier jour où il fait vraiment beau, du coup c'est vachement bien, c'est incroyable. Je suis très très content. On va un petit peu profiter de la ville là, parce que quand même c'est magnifique. Ok. Alors c'est une nouvelle météorologique qui s'annonce à l'horizon. C'est le premier jour où il fait vraiment beau, vraiment beau. Non mais voilà, pourquoi j'ai ouvert ma gueule aussi? C'était sûr en fait. Magnifique, hein. Ok. La visite est dans 1 heure. J'avais encore un peu de temps, donc j'ai pris mon repas sur le site du mémorial de la Seconde Guerre mondiale, qui est un peu excentré. C'est en hauteur et avec pas mal de verdure et de restes de bunkers de la Seconde Guerre mondiale, hein. Évidemment, il y avait le mur de l'Atlantique ici. Non. Je suis désolé, ça va mon bébé? Oh, le vent te fait du mal. Je retourne ensuite à la Maison du Québec pour mon petit cours d'histoire. Alors, les missions de colonisation ne partaient pas d'ici, hein. Certaines personnes de la région sont parties, mais globalement, c'est surtout du Perche et de la Charente et du Poitou qui sont partis. Saint-Malo, par contre, c'est le lieu d'origine de Jacques Cartier, le navigateur qui découvre et explore le Canada pour François Ier. La statue de Jacques-Cartier, pourquoi elle est à cet endroit-là, pourquoi elle est dans ce sens-là? En fait, tout simplement, elle pointe vers le Québec. Jacques Cartier, il utilise des caravelles et part
une première fois en 1534, à une période où les grands monarques européens commencent à s'intéresser au potentiel que présentent ces grandes expéditions. Il explore le fleuve Saint-Laurent et plante une croix à Gaspé pour symboliser la prise de possession du territoire au nom de la couronne de France. Il croise aussi des Iroquois au cours de cette expédition. Il rencontre Donnacona, le chef du village de Stadacona. D'ailleurs, en langue locale, le mot qu'ils utilisent pour définir un village est Kanata, ce qui est retenu par les explorateurs et donnera plus tard le mot Canada, justement. Alors bon, Cartier, c'est un bon navigateur, mais un très mauvais négociateur. Il est plutôt arrogant et se montre très borné avec le chef du village. Et quand il retourne en France, et il kidnappe ses 2 fils. Littéralement, les 2 fils du chef, il les prend, il les ramène en France comme souvenir pour montrer au roi qu'en fait sa mission était un succès. Bon, Cartier lance une 2e expédition en 1535 avec les 2 fils justement du chef indien qui le guide sur le Saint-Laurent. Cartier entretient toujours de mauvaises relations avec les locaux, ce qui n'empêche pas les autochtones de pourtant lui sauver la vie, clairement à lui et ses hommes, qui souffraient terriblement du scorbut et qui furent soignés par les Amérindiens grâce à un remède à base de pain. Alors cependant, il faut croire que Cartier n'est pas très très reconnaissant, car quand il repart en France, à l'issue de son 2e voyage, il fait quoi? Il rekidnappe les 2 fils, plus le père, ainsi que d'autres locaux. Voilà, ils mourront en France sans jamais revenir chez eux. En 1541, Jacques Cartier entreprend son 3e et dernier voyage. Il a cette fois-ci pour but de plus qu'explorer, il a pour but de tenter de coloniser la région, après que Stadacona, en ait fait l'éloge des richesses, ce qui a plutôt convaincu le roi de France, clairement. Le voyage, cependant, se fait sous la supervision de Jean-François de la Roque de Roberval, Cartier n'étant donc pas complètement aux commandes. Ça n'empêche pas que la colonisation est un échec total, la majorité des colons meurent très rapidement, et les relations avec les Iroquois se dégradent encore de plus en plus. Cartier tente cependant de remplir au moins une partie de sa mission, de trouver des richesses. Comme on va à cette époque dans les îles et en Amérique centrale pour trouver de l'or, bah là c'est exactement pareil. Il faut trouver un prétexte de valeur, de richesse de la région, pour convaincre les monarques de leur réel intérêt, surtout que Donnacona leur en a fait les récits de cette richesse. À leurs yeux, ça vaut le coup que si ça rapporte de l'argent. Sinon, ça sert à rien de financer ces expéditions très coûteuses. Ils ramènent donc en catastrophe plein de ce qu'ils pensent être des métaux précieux et des diamants, mais une fois en France, on se rend compte que ce n'est que de la pyrite et du quartz. Le karma. Je me dirige ensuite vers la cathédrale Saint-Vincent, qui abrite encore maintenant la tombe de Jacques Cartier. Le lendemain, je quitte l'auberge de jeunesse, cette fois avec toutes mes affaires parce que j'y reviendrai pas. Adieu Ed, je t'aime. Non, sérieusement, c'était vraiment une super auberge de jeunesse. Je retourne à Saint-Malo un jour de plus pour aller visiter le manoir de Lomélou, qui était autrefois la résidence d'été de Jacques Cartier. Ok, donc là je suis en route vers le manoir Jacques Cartier, qui est pas vraiment dans Saint-Malo, c'est plutôt excentré. J'ai pris un bus, je sais pas s'il y en aura pour rentrer après, sinon c'est pas grave, on va marcher 4-5 km. Et voilà, j'ai échangé par mail avec les gens qui s'occupent du musée et je suis inscrit normalement à la visite de 10h15. Donc c'est dans 15 minutes, c'est parfait. Alors, Jacques Cartier, il est issu d'une famille de marins, il voue sa vie à la mer littéralement, il y est très à l'aise et il participait déjà à des expéditions de pêche à la morue à Terre-Neuve dans sa jeunesse au début de sa carrière. Pour ce qui est du bâtiment lui-même, le manoir, il a évolué et reçu des extensions au fil du temps. C'était d'abord une ferme, avant de devenir le manoir de Cartier, puis être de nouveau utilisé comme une ferme à sa mort. Le bâtiment fait clairement honneur à son propriétaire. Les fenêtres du bâtiment ont une vue qui donne sur l'océan, et une partie des pierres au sol proviennent du Canada, tandis que la charpente, au plafond, est faite de poutres qui étaient présentes dans les cales des navires. Également, on note le motif de salamandre dans la cheminée, symbole des rois de France. Ici, les meubles sont d'époque, mais c'est pas ceux d'origine, évidemment, comme on pensait que Jacques Cartier est décédé d'une maladie contagieuse.
Un certain nombre d'équipements de navigation de l'époque sont présents, comme cette sonde par exemple, qui sert en fait à mesurer la profondeur de l'eau dans laquelle on navigue. Il y a pas mal de gens de Belle-Île qui sont revenus là par contre, suite au grand dérangement de l'Acadie, où il y a pas mal de Français qui sont revenus vivre à Belle-Île. Alors écoutez bien cette dame, elle parle de l'Acadie et comme quoi certains étaient revenus. Retenez, on va y revenir un peu plus tard. Saint-Servant, c'est ça? Saint-Servant, juste au pied de la tour solidaire ici. J'ai donc l'info que Cartier serait initialement parti de Saint-Servant. C'est complètement à l'opposé de la ville, mais je me dis qu'il faut absolument que j'y aille quand même, hein. Donc une fois à Saint-Servant, je me retrouve au pied de la tour Solidor, et juste à côté, on retrouve une réplique de la croix qui fut hissée à Gaspé en 1534 par l'équipe de Jacques Cartier. Elle marque à peu près en fait l'endroit d'où Cartier est parti lors de ses premières expéditions pour trouver le Canada. Et voilà pourquoi il faut toujours aller sur le terrain, c'est beaucoup mieux. On trouve beaucoup plus d'informations, des informations qu'on trouverait même pas forcément en restant chez soi, en lisant des livres ou en étant sur internet. Après ce temps passé à Saint-Malo, je pars le lendemain pour descendre vers le sud. Ma prochaine étape cruciale est La Rochelle, où j'ai rendez-vous avec le directeur du musée du Nouveau Monde. Mais vu comment je me déplace, impossible de faire le trajet en une fois en utilisant exclusivement des TER. Je suis donc passé par Ploërmel, qui se trouve sur le chemin, et j'y suis hébergé par mon frère et sa petite famille. Ça me fait aussi plaisir de le revoir, c'est pas souvent qu'on peut, vu qu'il habite littéralement à l'autre bout de la France. Bah encore merci pour tout. Après cette petite pause dans mon voyage, je reprends à partir de la gare de Lorient, et après plusieurs heures de train, plusieurs changements de train, ça y est, j'arrive en Charente-Maritime. La Rochelle, peut-être la plus importante étape du voyage, et la dernière également, enfin a priori. Alors, La Rochelle, on le rappelle, c'est une ville très importante à l'époque moderne. Elle est certes pionnière dans le sujet de l'immigration au Canada, mais elle est surtout connue pour son rôle dans les conflits religieux des XVIe et XVIIe siècles. La cité était en effet la place forte des Huguenots et a vu bien des affrontements et sièges. La Rochelle, je connaissais déjà, j'ai de la famille dans la région, mais là j'y suis pour autre chose. Il s'agit de la région d'origine de Samuel de Champlain, en fait, le principal responsable des opérations de colonisation du Canada pour la couronne de France. À La Rochelle, il y a un magnifique musée dans l'hôtel Fleuriot, bâtiment qui a sa propre histoire d'ailleurs, hein, mais c'est un autre sujet. C'est le musée du Nouveau Monde, où j'avais rendez-vous avec le directeur, monsieur Arnaud Valdener. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma petite visite du musée, qui est vraiment très bien aussi, et qui retrace toute l'histoire de la présence française dans le Nouveau Monde. Et après ça, j'ai rejoint monsieur Valdener, qui m'a carrément ouvert les portes des archives du musée, sachant qu'il y a juste un tiers de la collection qui est exposée, donc c'était vraiment plein de ressources disponibles. Le sentiment d'exclusivité était clairement là, hein. Je me sentais comme un VIP, hein. Donc par exemple, on peut voir plein de super cartes d'époque, comme celle-ci qui appartenait au roi de France. Alors dans ce genre de lieu, on retrouve encore souvent de nos jours des traces de ce passé en fait. La Rochelle est très loin d'échapper à la règle, hein, et le lieu est bourré de rémanences d'événements du passé. Alors il y a évidemment plein de rues, de places qui portent des noms, par exemple le nom de Montréal, Québec, Jacques Cartier, rue de l'Acadie, du Canada, etc. Ça, il y en a plein, mais on a aussi des éléments un peu plus intéressants, comme par exemple ces statues de Hurons, rue du Temple, je le rappelle, les Hurons, c'était la tribu d'Amérindiens qui était alliée avec les Français. On a également, rue de l'Escale, les pavés, qui sont un petit peu particuliers, parce qu'en fait, ces pavés, en fait, c'était les pierres de l'Est qu'on trouvait dans les coques des navires qui faisaient l'aller-retour entre le Canada et La Rochelle, et qui en fait proviennent de Québec. Note à soi-même, regardez devant soi quand on filme, et pas juste le retour caméra. Merci du rappel au poteau, le poteau. Également, le quartier du Gabu, donc c'est le quartier tout en bois multicolore là, il a été exprès fait en bois qui venait du Canada, histoire de faire un petit clin d'œil. Et aussi, comme au Perche, on a beaucoup de gens qui viennent ici exprès pour faire un retour aux sources. Non loin de La Rochelle, on a le port fortifié de Brouage, qui était, durant l'époque moderne, une sorte de base avancée pour les catholiques qui harcelaient les huguenots, donc les protestants, durant la guerre de religion. Les guerres de religion. Mais c'est surtout aussi de là qu'est originaire Samuel de Champlain, qui est vraiment le colonisateur, le leader de l'implantation française dans la Nouvelle-France. Si c'est Jacques Cartier qui découvre vraiment le Canada, bon, c'était pas le premier, les Vikings l'ont fait bien avant par exemple, mais on va dire que qui a fait la redécouverte de ce territoire pour les Européens, c'est pourtant Samuel de Champlain qui entreprend vraiment les opérations de colonisation au Canada, donc de peuplement réel et pas juste d'expéditions visant à piller les ressources. C'est lui notamment qui a fondé la ville de Québec en 1608, donc une vraie place forte.
D'ailleurs, on a dit plutôt que beaucoup des colons venaient du Perche, mais ici aussi on a beaucoup de gens qui sont partis de Charente et du Poitou, notamment de l'île de Ré en particulier, sur laquelle je me suis évidemment rendu pour l'occasion, et aussi parce que c'est vraiment très beau et que je pouvais pas passer à côté. Voilà, donc c'est vraiment les deux grosses zones de départ pour la Nouvelle-France. Alors pendant que je suis à La Rochelle, voilà, je me balade, je fais mes jolis plans, tout ça, et j'entends parler d'un truc. Dans le Poitou, donc tout proche, j'entends parler d'une certaine ligne acadienne, d'une association et d'un certain Richard Bertin, le directeur. Je suis curieux surtout que j'en avais jamais entendu parler malgré toutes les recherches et mon intérêt pour le sujet. J'apprends qu'en fait, ce sont les réfugiés partis d'Acadie suite au grand dérangement à partir de 1755, où les Anglais, en fait, pendant la guerre de conquête qu'ils mènent au Canada pour en prendre le contrôle, commettent des pillages, exproprient et déportent les Acadiens, en fait. Les survivants sont dispersés et vivent un périple incroyable. Parmi eux, certains sont rapatriés en France, où ils finissent par être installés le long de la fameuse ligne acadienne. Et en fait, c'est une sorte de lotissement, de regroupement de fermes construites par le gouvernement pour leur permettre de recommencer leur vie. Alors c'était pas du tout prévu, hein, mais évidemment je saisis l'opportunité et je me retrouve à Châtellerault. Et là-bas, eh bien, je rencontre Richard, avec qui je suis rentré en contact. Je comprends très vite que ce dernier est effectivement un passionné bourré de savoir, il maîtrise son sujet et me fait une petite visite de Châtellerault. Là, ils sont arrivés de là-bas, et parce qu'ils arrivaient de Nantes. M'emmène sur les lieux d'intérêt et je lui rends visite lors de la fête acadienne locale organisée par son association, les Acadiens du Poitou. Richard m'emmène aussi à Chauvigny boire une bière, sacré Richard, hein, et à Châtellerault à un concert de Geneviève Morissette. C'est une chanteuse québécoise qui vit en France depuis quelques années. J'ai pas du tout d'accent québécois, hein? Non. Ça fait 5 ans que je vis en France. Puis ça paraît pas pantoute. C'est ça que j'aime, tu sais. Des fois, ma soeur, je vais vous raconter quelque chose, ok? On fait une petite interlude, là. Et grâce à la position de Richard dans les associations locales, je passe même dans les coulisses après. Aussi, je passe la nuit chez Richard qui habite justement une de ces fameuses fermes acadiennes. La ferme numéro 28. La ferme 28, donc c'est quand même le numéro qui a été attribué en 1773 à chaque famille. Chaque ferme avait son numéro et avait le nom de la famille à qui c'était attribué. On pourra voir la pancarte qui est juste à l'entrée, moi je l'ai encore. Et quand je suis arrivé ici, il y avait une réunion à la mairie un jour et on m'a dit tiens, c'est ton numéro. J'avais le numéro 9. J'ai dit pourquoi j'ai le numéro 9? On m'a dit c'est pour les postes, les pompiers et tout. J'ai dit j'en veux pas. Je dis moi, le numéro 28 il a été mis en 1773. Je vois pas pourquoi on changerait maintenant. Et on est quand même sur un site historique, faut le savoir, quoi. Donc mon adresse complète c'est vraiment Richard Bertin, ferme 28 sur tous mes papiers. Hein. La ligne acadienne, 86 260, l'appui. C'était vraiment l'occasion d'apprendre plein d'anecdotes sur cette partie de l'histoire du Canada dont on entend peu parler au final. Par exemple, la mare au bord de cette maison existe depuis la construction de celle-ci en 1773, parce que quand ils ont creusé la terre pour faire les murs en bousillie, ils l'ont fait sur place et ça a laissé ce trou. J'apprends qu'au Poitou, exactement comme au Perche ou à La Rochelle, il y a plein de projets qui essayent de se monter et beaucoup d'associations qui essayent de conserver cet héritage dans la mémoire locale. Que ce soit les noms de rues, des fêtes organisées ou tout simplement une conscience globale de la connexion de la région avec l'Acadie. Donc voilà pour ma dernière étape qui finalement traite de colons qui sont revenus en France et d'une certaine manière boucle la boucle, ferme la boucle. Alors encore une fois, c'était pas du tout prévu initialement sa dernière étape, mais c'était au final vachement cool. Comme quoi on peut en apprendre vachement plus en saisissant des opportunités à laquelle on n'aurait vraiment pas du tout pensé initialement. Et surtout en profitant de l'imprévu. Je pense que c'est la leçon à retenir de ce voyage. Vraiment, il ne faut pas hésiter à se jeter à l'eau.